Et je crois également que le président est conscient qu'au-delà des chiffres électoraux, à l'issue de cette élection présidentielle, il y a une interprétation qui est indéniable qu'il faut faire. La rupture entre la politique implantée par le renouveau et les aspirations du peuple jusqu'à présent. Il a reconnu à travers son discours de façon subtile que le peuple qu'il dirige depuis 43 ans a exprimé son insatisfaction de la politique implémentée. Et c'est la raison pour laquelle il a dit en des termes forts qu'il reconnaît les frustrations du peuple et qu'il s'engage à corriger les manquements. Parlant des chiffres, il ne faudrait pas perdre de vue que le président est à son 8e mandat. Depuis que le président est élu, il n'est jamais descendu si bas dans les scores depuis 1992. S'il faut considérer le mandat du président de la République comme étant un jubilé, disons un mandat de revoir, il y a lieu de penser, de se poser la question de savoir si le président a réussi de sortir vers une porte, vers une grande porte. Est-ce qu'il a triomphé? On s'attendrait à ce que ce dernier, entre guillemets, mandat puisse être plus reluisant que celui-ci. J'ai été motivé de dire qu'on a eu un président de la République conscient des réalités. Et c'est à la suite donc du constat de ces frustrations que le président d'abord pose ce diagnostic et ensuite, par la suite, dans son discours, il élabore un plan, selon lui, qui pourrait permettre à réduire ces frustrations, notamment les points que vous venez de citer. Je pense que les frustrations que nous observons sont le fruit de la fatigue et d'un soif de changement. Quand vous voyez les jeunes, quand vous lisez dans les réseaux sociaux, je parle des jeunes qui sont épris de bonne volonté, s'exprimer, vous avez de façon indéniable des Camerounais qui disent qu'ils ont soif de changement, qui sont fatigués de cette classe gouvernante agressive. Alors le changement devrait, vous l'entendez par quoi? Changement au sommet de l'État ou au niveau de l'administration? Vous savez, M. Boni, très souvent on a l'habitude de faire un lien entre le changement que le peuple demande et les hommes politiques. Quand un Camerounais demande le changement, il ne demande pas plus que son bien-être. Il veut que les coupures intempestives cessent. Il veut qu'il y ait... Les méthodes de la gouvernance, tout à fait, le fonctionnement tout à fait. des choses, Il ne veut plus voir son enquêteur assis à même le sol pour faire des cours. Il se fout de voir peut-être que le professeur Messiamdi soit nommé ou pas. Son seul problème, c'est de voir être réalisé les problèmes de base qu'il est en train de vivre. Un citoyen qui est en Ngaoundéré rêve voir par exemple la route Garo-Ngaoundéré puisse être goudronnée. Et il se fout pas mal de ce que vont devenir les hommes politiques ou pas. Le chef de l'État a, dans son discours, donné l'impression aux Camerounais qu'il est dans la continuité de ce discours qu'on a l'habitude d'entendre. J'ai envie de dire que ce discours a un goût du déjà entendu. Depuis 1997, comme disait tout à l'heure le professeur Biolay, on a l'habitude d'avoir un président qui prend des engagements, qui rassure la jeunesse, qui rassure les femmes, qui dit qu'il va prendre des mesures fortes pour que les choses changent. Ce que nous on veut maintenant, c'est que ce discours ne soit pas juste, cette adresse du président ne soit pas un discours sans acte fort. Qu'il soit suivi des faits. Qu'il soit suivi des faits. Nous voulons qu'il y ait véritablement une main tendue. Parce qu'on a eu comme impression que le chef de l'État vient de faire une rupture totale entre le discours des représentants de son parti sur le plateau et la réalité qu'il incarne. Quand il dit qu'il reconnaît les frustrations, c'est une rupture, c'est une raclée à ceux qui ont passé le temps à nous dire que les Camerounais sont contents. C'est une raclée envers ceux qui ont passé le temps à nous dire que les Camerounais n'ont aucun problème et qui sont satisfaits de la politique du renouveau. Le président lui-même, dans son discours, a reconnu qu'il y a des insuffisances. Ce score le traduit à suffisance, le score officiel du président, qui fait montre de ce qu'il n'y a que
il faut le dire avec un ton ferme, 53% des Camerounais qui lui ont accordé un vote. Pour un président qui a passé 43 ans au pouvoir, c'est un signe fort que l'heure est au travail, que l'heure est à la correction. Peut-être à l'humilité. Hein? À l'humilité, bien entendu, à l'humilité. Parce qu'il faudrait absolument que le discours change. Il faudrait absolument qu'en face, on ait des individus qui doivent arrêter de poursuivre, qui doivent arrêter d'être agressifs envers les autres, de penser que toute personne qui pense autrement doit être mise dans un moulinex et doit être broyée. D'accord, Dieudonné Somba. Des actions courageuses à prendre ou à entreprendre par Paul Biya pour essayer d'inverser la tendance. Enfin, monsieur Boni, j'ai cru à un moment donné avoir été oublié. Non. Merci. Permettez-moi en quelques minutes de rebondir aussi, de réagir bien sûr sur un certain nombre de choses ici. Déjà, il faudrait rétablir les faits. On dit souvent que les hommes mentent, mais les chiffres non. Depuis 1992, Biya n'a jamais eu un score aussi bas qu'en 2025. Et depuis 1992, l'élection de 2025 est la seule élection où le président est allé sans ses alliés de poids. Il y a donc un lien entre ce divorce entre le score et la avec rupture. ses alliés et la chute dans son score. Et bien entendu, il faudrait aussi faire un lien avec le discours, j'ai envie de dire, un peu fantaisiste, qu'on avait entendu des lieutenants de ce parti qui nous faisaient comprendre que même sans alliés, le RDPC peut bien se porter. Exactement. Dans le septentrion, par exemple, je dis toujours que les hommes mentent, mais les chiffres ne mentent pas. C'est ça. Le président a eu un pourcentage de 39,78. Il n'est jamais descendu si bas quand vous compilez les 3 régions. Pire, sur les 3 régions, le président a perdu 2 régions. Et la seule région où il a gagné, oui. Et la seule région où le président a gagné, à l'extrême nord, il était au coude à coude avec son deuxième. Il y a des départements qui étaient considérés comme des bastions imprénables, où le président avait des 90%, où l'effet inverse, je dis bien totalement inverse, s'est produit. Je prends l'exemple de mon département d'origine, le département de Diamaré, où le président n'a jamais gagné avec moins de 100 000 voix. Tout à fait. Aucune élection où le président a gagné avec moins de 100 000 voix. Cette année, le président en a eu nettement moins. Au-delà d'élire un président de la République, il faudrait reconnaître que les élections permettent de faire un diagnostic. Tout à fait. L'élection permet de prélever la température sociale, de faire, d'être un outil de décision, un outil d'analyse pour le dirigeant. Le président, dans son discours, a fait paraître justement cette volonté-là de vouloir reconnaître qu'à travers ces résultats, il y a eu des frustrations. Et c'est grâce à ce prélèvement que nous avons constaté qu'il y a des frustrations. Il ne s'agit pas, pour moi, je l'ai toujours dit, d'une ample élection peut-être. Pour moi, il y a une perception d'une sorte de référendum pour ou contre la politique qui est implantée depuis des années dans notre pays. Les gens ne sont pas allés vers un candidat parce qu'on l'aime. D'ailleurs, ils l'ont même surnommé un nom que je n'aimerais pas prononcer sur ce plateau. Les gens ne sont pas allés vers un candidat parce qu'il avait un bon projet. Le professeur l'a rappelé tout à l'heure. Il n'en avait pas. Ils ne sont pas allés qu'il proposait une garantie parce que justement parmi ces candidats, si c'était la jeunesse, il y en avait un qui était à, je pense, 32 ou 33 ans. Il y en avait l'autre qui avait un bon projet qui était présenté. Ce n'était pas le projet. Ils sont allés parce qu'ils voulaient passer un message. Parce que le candidat leur avait dit, je vais vous débarrasser de ceux que vous ne voulez plus au prix de mon sang. Malheureusement, le temps est en train de montrer que ce discours était plutôt politique. Je ne veux pas rentrer dans ce commentaire. Il faudrait qu'on ne perde pas de vue que c'est l'expression de la volonté populaire qui visait en quelque sorte le changement, qui essayait de s'exprimer en ses propres termes lors de ces élections, qui essayait de nous dire en français facile que nous ne sommes pas d'accord avec ce qui est implémenté. Et voilà pourquoi tout à l'heure, quand Mme Fadimatou disait dans son discours que
nous devrions deviner que le président fait allusion à sa profession. Alors, j'avais même presque accusé M. Boni de m'avoir oublié parce que je vous suivais. Vous pouvez aussi me suivre. Dans le discours, il est mentionné profession de foi. Alors, lorsque un candidat qui vient d'être installé officiellement, parce que c'est de ça qu'il est question, prend la parole pour la première fois, on estime que dans cette allocution, il est censé nous donner les grandes lignes de son projet pour lequel il est censé avoir été élu. Et non aller dans une continuité aveugle. On sait par exemple que parmi les candidats, lorsque je prends l'exemple, je prends un candidat par exemple, M. Cabral Libi. On savait que si Cabral Libi était élu, sur la base de son projet, il y avait des priorités qu'il s'était annoncé directement les premières actions qu'il était censé implémenter. Articuler son discours autour de ce projet. Autour de ce projet. Bien, lorsque vous voyez ce discours, et là je profite pour répondre à votre question, quelles actions courageuses que le président, que les dirigeants doivent mettre en place, que le président doit mettre en place. La première des choses concerne la décentralisation. Il faut qu'on ait des véritables moyens d'agir. Il faut donner du contenu à cette espèce de solution, parce que nous sommes convaincus que si cette décentralisation est effective, les Camerounais pourront trouver des solutions à leurs problèmes. Le président a bien fait d'évoquer le problème des jeunes. Les jeunes n'attendent pas justement des discours creux, comme on en a l'habitude. Mais rappelons que le président de la République s'adresse à sa jeunesse tous les soirs du 10 février. Il ne faudrait pas qu'on pense que c'est nouveau. Et tous ces soirs, le président, en s'adressant à la jeunesse, fait des promesses. Et c'est cette même jeunesse qui est sortie après les élections pour dire qu'ils ne sont pas contents. Peut-être ça ne peut pas vous plaire, mais c'est la réalité. Il faudrait donc qu'il y ait des actes. Il faut qu'il y ait une politique réelle de jeunes. Pour les jeunes, une rupture avec les discours creux. Il faut oser le nivellement de la classe politique, politico-administrative. Il faut qu'on l'ose. Il faut renouveler la classe politique. Lorsque nous voyons les frustrations, il y a des localités où un jeune de 30 ans comme moi est né, a grandi, ne connaît qu'une seule élite politique de sa localité. Il considère cette élite comme étant son véritable adversaire. Cette élite qui est là depuis 30, 40 ans, qui vient passer le même message. À son adversaire. Alors, vous avez des zones géographiques dans ce pays où le renouvellement de la classe politique est en quelque sorte un recyclage des mêmes personnes qui ont, c'est-à-dire la même vision, la même façon de parler les choses. Est-ce que c'est normal que nous soyons dans un pays à majorité jeune, on parle quand même de plus de 60% de jeunes dans ce pays, que dans certaines localités, que ce soit plutôt des grands-pères de 90 ans, de 80 ans, qui portent le flambeau de cette jeunesse. Cette chose nous a permis de constater la rupture totale entre les notables, j'ai envie de les appeler ici, du renouveau, et nous qui constituons le peuple. Mesdames et messieurs, bonsoir. Au-delà des discours officiels et des cérémonies protocolaires, il y a la voix du peuple. Une voix parfois diffuse, mais qui, lors des grands moments de la vie d'une nation, s'exprime avec une clarté saisissante. Aujourd'hui, nous vous proposons une analyse froide, une lecture en profondeur d'une réaction qui symbolise le sentiment d'une grande partie de la jeunesse camerounaise. Il s'agit de celle de Bachirou, un jeune originaire du Septentrion, dont les mots, captés au lendemain de la prestation de serment du chef de l'État, agissant comme un véritable sismographe de l'état social et politique du pays. L'analyse de Bachirou commence par une observation surprenante. Il a eu le sentiment de voir un président presque conscient de la situation qui prévaut. C'est un point de départ crucial. Pour une jeunesse habituée à percevoir une déconnexion entre le sommet de l'État et la réalité du quotidien, cette reconnaissance, même subtile, est un événement en soi.
Bachirou souligne que le président, à travers des déclarations fortes, a admis l'existence des frustrations du peuple et s'est engagé à corriger les manquements. Cette admission n'est pas anodine. Elle est interprétée non pas comme un signe de faiblesse, mais comme la conséquence logique et inévitable d'un message envoyé par les urnes. Pour ce jeune analyste, le président est conscient qu'au-delà de la victoire électorale, les chiffres racontent une autre histoire, celle d'une rupture grandiose entre la politique menée par le régime du renouveau et les aspirations profondes d'un peuple qu'il dirige depuis plusieurs décennies. Le discours présidentiel est donc perçu comme un accusé de réception de l'insatisfaction populaire. C'est ici que l'analyse de Bakhirou devient chirurgicale. Il s'appuie sur un adage implacable. Les hommes mentent, mais les chiffres, non. Il rappelle un fait historique. Depuis l'instauration du multipartisme en 1992, le président Paul Biya n'a jamais enregistré un score électoral aussi bas. Cette chute n'est pas un simple accident de parcours. Elle est, selon lui, le résultat de plusieurs facteurs stratégiques. Premièrement, l'élection de 2018 est la seule depuis 1992 où le parti au pouvoir, le RDPC, a décidé de faire cavalier seul en se passant de ses alliés de pouvoir traditionnels. Bachirou établit un lien de cause à effet direct entre cette stratégie et l'érosion du score. Il y voit la preuve de l'échec du discours fantaisiste tenu par certains cadres du parti qui affirmaient que le RDPC pouvait gagner haut la main, même sans alliance. Les résultats ont administré une leçon cinglante à cette arrogance. Le score national, bien que victorieux, a révélé une base électorale moins solide qu'affichée. Deuxièmement, et c'est là que son analyse de jeune nordiste prend tout son sens, il zoome sur les résultats dans le Grand Nord, le septentrion. Il rappelle que sur les 3 régions, le président en a perdu 2. Et que même dans la seule région remportée, l'extrême nord, la victoire fut étriquée au coude à coude avec l'opposition. C'est un séisme politique. Des départements, autrefois comme des bastions imprenables du RDPC, où les scores frôlaient les 90%, ont vu la tendance s'inverser totalement. Bachirou prend l'exemple de son propre département d'origine, où le président, habitué aux victoires écrasantes avec plus de 100 000 voix d'écart, a vu son score s'effondrer. Ce n'est plus une fissure, c'est une fracture. Cette analyse factuelle des chiffres amène Bachirou à poser une question philosophique et politique. Ce mandat, qui pourrait être considéré comme un mandat d'au revoir, un jubilé, est-il une réussite ? Le président au triomphe? La question est rhétorique. Un triomphe aurait été un score plébiscitaire, reluisant. Or, le résultat obtenu ressemble plus à une victoire à l'arraché qui laisse un goût amer et soulève des doutes sur la capacité du régime à assurer une sortie par la grande porte. Face à ce diagnostic, Bachirou décrypte la réponse du pouvoir. Il a noté, avec l'oreille attentive de la jeunesse qu'il représente, la promesse présidentielle d'un plan spécial de promotion de l'emploi des jeunes, à mettre en œuvre dès les premiers mois du septennat. Il y voit la reconnaissance que la jeunesse, principale victime des difficultés socio-économiques, est aussi devenue la principale force de contestation électorale. Ces actions courageuses, promises par le chef de l'État, ne sont pas un cadeau. Elles sont une nécessité politique pour tenter d'inverser la tendance et de répondre à la fièvre sociale. En somme, l'intervention de Bakhirou met en lumière une réalité fondamentale. Les élections, au-delà de leur fonction de désignation d'un vainqueur, sont un formidable outil de diagnostic. Elles permettent, comme il le dit si bien, de prendre la température sociale d'un pays. Et la température mesurée en 2018 indique une forte fièvre. Le discours post-électoral du président n'est donc plus un simple discours de victoire, mais une réponse à un bulletin de santé alarmant. L'analyse de ce jeune nordiste est donc bien plus qu'une simple opinion. C'est le témoignage lucide d'une génération qui sait lire entre les lignes, qui manie les chiffres avec autant d'aisance que les mots et qui refuse de se contenter des interprétations officielles. C'est la voix d'un Cameroun qui a exprimé dans l'isolement un besoin urgent de changement, de rupture et d'un avenir plus en phase avec ses aspirations. La question qui demeure et que Bachirou laisse en suspens est de savoir si la réponse du pouvoir, formulée dans ce discours, sera à la hauteur du diagnostic posé par les urnes. L'avenir du Cameroun dépendra largement de la capacité du régime à entendre non pas seulement le son, mais le sens profond de la voix de sa jeunesse.